Ambroise et Tristan étaient assis côte à côte sur une roche imposante, le vent en congé, face au Rhin en apparence silencieuse et immobile. Fleuve trahi, il est vrai, par quelques feuillages et autres brindilles délicatement posées qui permettaient d'en comprendre le cours. La forêt dense derrière eux, ils regardaient l'horizon, chacun perdu dans ses pensées. Ambroise était beau. Sa posture naturelle, délicate mais masculine, semblait privilégier le charme à la virilité, l'apaisement à la force, l'écoute à la dispute, la plume à l'épée. Rasé de près, coiffé naturellement par une chevelure brune, souple et lourde, habillé comme un fils de marchand ayant réussi, seul lui manquait une paire de lunettes pour asseoir définitivement un sentiment parfait d'intelligence qui, faut-il le reconnaître, est bien souvent plus utile que l'intelligence elle-même. Tristan était le petit frère d'Ambroise, et cela personne n'en doutait, puisqu'il était pratiquement à son image, à quelques nuances près. Il offrait ainsi plus de rondeur, surtout au niveau du ventre, plus petit et légèrement avachi. Il avait une barbe, mal entretenue, dont nul ne comprenait pourquoi la longueur du poil fluctuait. Il ne produisait pas le même charme que son frère, mais son physique le rendait éminemment sympathique. Ah oui, ajoutez à cela, toujours débraillé, il arrivait chaque matin avec une coiffure de proposition, fruit de sa relation nocturne avec son coussin. Par tout un ensemble de petits détails, il montrait qu'il était possible de refuser la beauté, mais qu'il fallait souffrir pour cela. Il arpentait un rire fort et niais, parlait sans censure, même à table la bouche pleine de vivres. Alors que la sérénité des lieux rappelait la communion d'un enfant repu dans les bras de sa mère, Tristan, comme foudroyé, interpella son frère. « Pourquoi n'es-tu pas marié ?»« Et toi, pourquoi n'es-tu pas une vache ?» dit Ambroise, de toute évidence vexé. « Demande à père, il t'en trouvera une. »« Tu veux dire une vache ? J'ai toujours eu du mal à donner un nom aux animaux. Et puis, quel commerce peux-tu faire avec une seule vache ? Si, peut-être le lait. »« As-tu fait vœu de consécration ?» dit Tristan, toujours concentré sur son affaire. « Est-ce que tu t'inquiètes pour moi ou bien pour toi ? Et puis une femme, cela ne se choisit pas comme une brebis sur un marché, dit sèchement Ambroise. De toute façon, tu es l'aîné. Il est de coutume que tu sois marié avant moi. Nos cousins Adelphe et Flavien sont déjà mariés, alors qu'ils sont bien plus jeunes que toi et que moi. Alors oui, cette question, je me la pose aussi pour moi. Tu ne vois que le côté attrayant de la chose, la soupe chaude, la couche douillette, le ménage et la décoration précieuse. Mais tu oublies la responsabilité du foyer, le souci de toujours plaire, sujet qui semble d'ailleurs complètement étranger à tes préoccupations actuelles. Ajoutez à cela les enfants, les discussions interminables, bien que toi, tu sois, je le vois bien, généreux en mots, et là inutile de t'exciter. Quel temps cela nous laisse-t-il pour la méditation, l'étude des éléments terrestres et célestes, les voyages ? Tu parles de voyage, fit en souriant Tristan. Le plus loin que nous soyons allés est à 10 lieues de la maison paternelle, et je crois que c'est parce que nous nous étions perdus. Tu n'as jamais dormi en dehors de ton lit bien moelleux, bordé d'une protection en laine. Tu ne supportes pas la charrette, monter à cheval est une humiliation pour l'animal, et marcher t'a toujours semblé l'activité la plus inutile qui soit. Tu es né à Strasbourg, tu mourras à Strasbourg, ou bien à 1 lieue de là tout au plus. Eh bien, rentrons à Strasbourg. Père doit certainement nous attendre. Marchant sereinement sur les chemins plats alsaciens, Ambroise dit « Pourquoi finalement ne pas partir ? Père a des ouvriers qui travaillent bien mieux que nous, et son entreprise est prospère. Pour aller où ? Peu importe, mais loin, ailleurs, là où les saisons sont différentes, où la nature montre des couleurs que nous ne connaissons pas, et là où les gens parlent une autre langue que la nôtre, dit Ambroise plein d'enthousiasme. Baudouin, notre voisin, il parle aussi une autre langue que nous. Mais bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes ? S'agaça Ambroise.
Il a juste des problèmes de prononciation. Ce n'est pas une autre langue. En tous les cas, cela ressemble vraiment à une autre langue, insista Tristan. Des fois, je me demande s'il est possible de tenir une conversation sensée avec toi. Est-ce que tu crois que lorsque l'on court vite avec la bouche ouverte, on avale des mini-moucherons sans nous en rendre compte? Bien souvent, je me dis que vous devez être plusieurs dans ta tête. Et Ambroise refusa ainsi de donner suite à cette conversation. Soudain, sans que rien ne le laissât deviner, Tristan se mit à courir en criant « Le premier arrivé a gagné !» Et Ambroise de lui crier « Et n'oublie pas que tu peux respirer par le nez !» Il soupira alors en lui-même et dire que c'est un adulte. Et après l'avoir perdu de vue, dit ajouter « Pire, c'est mon unique frère », ce qui produisit en lui un sourire inattendu. Même si Ambroise et Tristan se disputaient quelquefois, ils n'en restaient pas moins attachés l'un à l'autre comme deux maillons d'une solide chaîne. Tristan était le seul à pouvoir faire sortir Ambroise de ses gonds. Cependant, celui-ci se sentait comme abandonné en l'absence de son frère. Leur attachement était tel que, bien qu'adulte, ils dormaient encore dans la même chambre. Ambroise vous dirait que c'est pour rassurer son petit frère, mais de mémoire de parents, le plus jeune ne s'est jamais inquiété d'une nuit solitaire. Tandis qu'Ambroise venait d'apercevoir la maison paternelle, il ne put manquer de voir en première intention Tristan tout penaud, la tête baissée, sévèrement blâmé par leur père. Ambroise arrivant par la suite. « Veuillez nous accorder votre pardon, père, car nous avons été ligotés par la beauté de la création. Vous êtes l'aîné, Ambroise. Enfant, vous auriez eu droit au bâton. Entrez maintenant, le repas vous attend. » Alors qu'Ambroise et son frère passaient ensemble la porte d'entrée, celui-ci ne put s'empêcher de lui chuchoter « Au fait, que gagnait déjà le premier arrivé ?» La propriété était vaste, et Théra, leur père, avait bien réussi. Situés à 20 stades du centre de Strasbourg, sur le chemin qui mène à la grande ville, ils avaient l'habitude d'accueillir chez eux commerçants et voyageurs cherchant l'hospitalité. Ils le faisaient avec plaisir, et lorsque l'on demandait à leur mère si cela ne faisait pas trop, celle-ci ne pouvait s'empêcher de dire « Qui sait si demain nous n'aurons pas un ange à notre table ?» Il faut dire que la bâtisse était belle, longue d'une 50aine de mètres et large d'une 30aine, tout en pierre, colorée de fleurs multicolores, le toit en argile de Poitiers. Sur le côté, un grand préau conçu pour abriter les bêtes. En retrait, une maison de petite envergure servait à accueillir les ouvriers et les invités de passage. Près de la maison, côté ouest, une modeste vigne d'une 20aine de pieds qui donnait un vin fortement sucré et faiblement alcoolisé. Sur sa suite, un potager impressionnant aussi bien par sa disposition que par les légumes cultivés. Il s'y trouvait du fenouil, des concombres, des oignons, du poireau, des navets, de la mâche, des lentilles, du chou, des asperges naines. Au sud, les champs et pâturages dans lesquels s'inscrivaient de manière désorganisée différents arbres fruitiers dont le recensement semblait impossible au regard de leur multitude. Alors que tous étaient réunis autour de la grande table de la pièce principale, Théra rendit grâce pour le repas par ces mots tirés d'un psaume de David. « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Il ne récitait pas ces mots de façon froide, détachée. Ce n'était pas une formule de politesse qu'il fallait prononcer pour que les ordres célestes ouvrent à la famille le droit à une consommation déculpabilisée. Non, chaque phrase était posée, arrêtée. Chaque mot avait droit à une intonation particulière qui variait en fonction de l'humeur du père.
Ainsi devinait-on, par la déclamation de ce début de poésie, la couleur du cœur de Théra. Ce soir-là, le ton était joyeux, avec une touche de mélancolie, lorsqu'il fut parlé de cette vieillesse rassasiée de bien. À table, Théra présidait. À sa droite, Ambroise. À sa gauche, Arthur, un jeune homme de passage qui, parti de Bretagne, souhaitait atteindre l'autre extrémité de la terre avant de revenir. Sur sa gauche, Tristan. Venaient un peu plus loin, en vis-à-vis, Anthelme, Clément et Achabe, les ouvriers saisonniers qui n'avaient pas quitté leur poste depuis 4 ans. En cuisine, Mélina, femme de Théra, s'attelait à la bonne réussite du repas, aidée par Agathe, femme d'Achabe. Bien qu'elle ait une place dédiée face à celle de son mari, celle-ci restait le plus souvent vide, car Mélina était toujours occupée à la bonne réussite du repas, donnant à chaque convive un service et un honneur dignes d'un prince. De ce paysage presque naïf, tout semblait exprimer, du moins à l'extérieur, le bonheur, la paix, la joie, et cette émanation de sentiments positifs ne trouvait d'autre explication que celle de l'amour abondant qui les habitait tous. Et me croiriez-vous encore si je vous disais que les derniers pleurs entendus étaient ceux d'un Tristan nourrisson. Pendant le repas, Théra avait l'art de faire parler et d'écouter l'homme de passage, car il disait « Plus un homme a d'esprit, plus il voit l'originalité dans son prochain. » Ce qu'il fit à peine le repas commencé. « Quel vent vous a conduit parmi nous ?»« Le vent de la découverte, mon cher monsieur. Le vent qui prend le cœur hissé comme une voile du jeune homme avant qu'il ne rejoigne le port de la maturité et des obligations. Le vent qui soufflait à ses oreilles les paroles du pays merveilleux aux couleurs inédites, qui racontait encore l'immense forêt noire des Landes du Rhin, les neiges des Alpes victorieuses permanentes des rayons du soleil, la capricieuse mer méditerranéenne, l'arche sur le mont Ararat, les cèdres du Liban, la richesse des notables arabes, les nuits sans fin des contrées du nord, les îles grecques plus nombreuses que nos bateaux de Bretagne, les collines de Galade, en passant par l'Asie et jusqu'au bout du monde, dit Arthur passionné. Eh bien, Arthur, il est impossible de douter de votre motivation. Partir d'un bout du monde pour en rejoindre l'autre est finalement une entreprise tout ce qu'il existe de plus logique. Vous savez, quelquefois, le plus difficile n'est pas de partir, mais de rentrer. Qui sait si je rentrerai finalement, si je ne trouverai pas au hasard d'un chemin quelque odeur attrayante d'une vie nouvelle non écrite par la société. Les frères de Joseph pensaient faire une excursion en Égypte, ils ont fini par y bâtir leur maison. Qui connaît les desseins de la Providence ? Pourquoi n'allez-vous pas à Jérusalem ? Trop commun. Je risque d'y trouver des connaissances. Par convenance, nous ferions le trajet ensemble, parlant la même langue, glanant les mêmes choses, riant des mêmes plaisanteries. Où serait le dépaysement ? J'aurais l'impression d'être dans mon pays, avec, en peine, un lit plus difficile pour la nuit. Ambroise avait la bouche grande ouverte en écoutant Arthur, à en oublier le repas. Il était fasciné par cet hôte, à peine plus jeune que lui, qui avait laissé parents, frères, pour plonger dans un voyage dont il ne connaissait pas la fin. Pendant ce temps, Tristan, profitant de ce moment d'absence, terminait sans complexe l'assiette de son frère. Le repas achevé, les ouvriers, avec Arthur, rejoignirent la dépendance pour se coucher, tandis qu'Agathe et Mélina finissaient de ranger la vaisselle. Théra appela Ambroise et le fit sortir avec lui devant la maison. Il alluma les 2 torches situées de part et d'autre de la porte qui donnait sur la cour. Il invita Ambroise à s'asseoir sur le banc, mais lui resta debout. « Ambroise, » dit le père. Tout semblait d'un coup si sérieux. Les images de paysages mirifiques suspendues dans les pensées d'Ambroise disparurent immédiatement. Il reconnut dans ce « Ambroise » solennel l'annonce d'une discussion des plus sérieuses. « Père, qu'y a-t-il » dit-il avec douceur et révérence. « Je n'étais qu'un petit-fils de paysan dont le poids de la récolte ne dépassait pas le poids de nous tous réunis. Nous avions toujours les dernières places dans les assemblées, des vêtements 100 fois recousus,
fait en un siècle inconnu, et nul ne nous regardait véritablement. Non, nous n'étions pas maltraités, et la charité nous aurait été accordée sans complainte. Un jour, un homme riche arriva chez nous. Il mangea, dormit, puis repartit aussitôt le lendemain. C'était un de mes oncles que je n'avais jamais vu. Le soir, avant son départ, il eut une discussion avec mon père. J'étais dans ma chambre. La maison était tellement petite et mal isolée que je ne pus manquer un mot de l'échange. Ton grand-père lui dit « Nous avons eu le même vent qui nous a portés, la même éducation, la même maison, les mêmes rêves, et toi tu prospères en tout point, tandis que moi je peine sous le soleil. Qu'ai-je pris que tu n'aies pris? Qu'ai-je refusé que tu n'aies accepté ?» Mon oncle répondit « Ne pense pas que j'y sois pour quelque chose. Simplement, je sais une chose. La femme sage bâtit sa maison, tandis que la femme insensée la renverse. » Dès ce jour, je compris alors que le charme était trompeur, la beauté passagère, et que seule une femme vertueuse m'offrirait des perspectives bien plus heureuses que ces beautés d'Éthiopie. Aussi, lorsque je vis ta mère, c'était une jeune femme qui n'organisait rien pour plaire. Elle était vêtue de manière décente, rien de somptueux, pas de bijoux, pas de perles, pas de tresses. Je crus au début qu'elle voulait faire vœu de consécration, tellement sa pudeur et sa modestie s'affichaient, du moins pour les hommes sensibles à ce genre de femme. Je plaidais jour et nuit auprès de mon père, plus que Sichem ne le fit pour Dina. Il écouta mes désirs et défendit ma cause auprès de son père. Le jour vint, et je compris que j'avais obtenu en elle un précieux trésor. Mon cœur a depuis toujours eu une confiance parfaite en elle. Nous la voyons en permanence chercher à faire le bien, travailler la laine et le fil avec une joie pleine. Elle se lève avant nous et tout est prêt. Elle organise le travail de nos ouvrières. C'est elle qui s'occupa d'acheter le champ du Nord qui produit pour nous un si bon blé. Jamais elle ne s'arrête et ses bras d'apparence frêle portent des fardeaux d'hommes. La nuit, elle nous veille de sa lampe. Qui s'est déjà couché après elle, si ce n'est les soirs de fête? Jamais elle n'a rechigné à faire œuvre d'hospitalité, et sa générosité pour les pauvres n'est plus à démontrer. Jamais elle n'a fait de considération de personne. Dans notre maison, nous n'avons pas eu à craindre le froid, grâce à l'abondance des couvertures qu'elle a faites. Crois-tu que sans elle, je serais aujourd'hui proposé au conseil de la ville? Moi, le fils d'un obscur paysan? Regarde la richesse qu'elle ramène à la maison par la vente de vêtements qu'elle a mise en place. Vers qui allez-vous chercher la sagesse ou la douceur, si ce n'est auprès de votre mère? Père, vous dites vrai. Comprends-tu, Ambroise, le but de mon exposé? Oui, de me rappeler à quel point mère est merveilleuse? Non. C'est pour que tu comprennes qu'il n'est pas bon d'être seul, reprit Théra, conservant tout son sérieux. En cet instant, Ambroise comprit très clairement l'objet de cet entretien, tenant alors en lui-même les sentiments identiques d'un enfant présentant un carnet de notes défavorable à ses parents. Cette jeune bergère que tu aidais quelquefois pour la tonte des moutons, comment s'appelait-elle déjà? Fit Théra, les yeux levés au ciel et la main droite caressant le menton. Suzanne, répondit Ambroise immédiatement, mais sans motivation. N'aurais-tu pas voulu la voir pour femme? Père, vous savez comme moi que ce choix vous revient, répondit-il, légèrement décontenancé. C'est vrai, mais rien ne t'interdit d'exprimer tes souhaits, et mon oreille sait être sensible au cœur de mon fils. Notre force financière et notre bonne réputation me donnent tout avantage pour une transaction qui irait dans ton sens. Est-ce que tes yeux se sont posés aujourd'hui sur un oiseau avec lequel tu voudrais voler? Père, je dois vous faire part du fait que mon âme n'est point désireuse d'un accompagnement autre que celui-ci. Eh bien, la mienne l'est pour toi. Aussi, considère, puisque tu n'en fais pas ouvrage, que très prochainement nous choisirons pour toi une femme. Il est tard,
Tu peux aller te coucher. » Ambroise se leva, sans expression. Il rentra, trouva la salle à manger parfaitement rangée. Agathe était partie, et sa mère assise travaillait avec l'assistance d'une lampe un habit de lin. « Bonne nuit, ma bienheureuse, » prononça Ambroise. Mélina lui rendit un sourire comme ceux que l'on donne quand on croise par surprise une personne qui nous est chère. Ambroise, miné, montait, tel un vieillard, les marches de l'escalier qui devait l'amener jusqu'à sa chambre. Celle-ci était de dimension correcte, constituée de 2 lits, collant chacun un mur et perpendiculaires entre eux. En entrant sur la gauche, se situait le lit d'Ambroise. Couché, il gardait toujours la tête en direction de la porte, afin de tenir une distance salvatrice vis-à-vis de son frère. Il s'y trouvait 2 chaises, dont l'une faisait face à un bureau, sur lequel était posé un plumier et quelques manuscrits de droit validés par l'autorité religieuse. C'est Ambroise qui étudiait le droit, car il voulait être conseiller juridique pour le peuple. Tristan, le corps allongé sous la couverture de laine, de dos face à la porte, feignait de dormir, impatient de connaître ce que Père avait dit. Attendant que son frère soit en position de sommeil, Tristan lui chuchota. « Alors ?» ?»« Que voulait Père ?» insista Tristan devant le silence de son frère. « Que je prenne une décision, » finit par répondre Ambroise. « L'as-tu prise ?» interrogea Tristan, le visage toujours pointé vers le mur. En effet, il n'avait pas l'intention de lâcher le poing, et, vu leur proximité imposée, Ambroise n'avait aucune stratégie de repli. « Oui, depuis longtemps. Et c'est en ce jour que je la comprends. » Tristan ne dit rien. Il se retourna simplement vers Ambroise, manifestant ainsi qu'il était prêt à recevoir ce qui est de l'intime. Par ce simple mouvement d'approche sans parole, il donnait au supérieur le lieu et le temps pour transmettre l'oracle, tel Jacob s'avançant devant Isaac malade. Ambroise dit « Père m'a montré qu'il était temps pour moi de me prendre en main et de m'essayer à une nouvelle vie, puisque de toute évidence, les années qui s'annoncent me veulent cloué en ce pays. J'ai décidé de partir un temps visiter le monde. »« Génial! Et quand allons-nous partir ?»« Je pars seul. Nul besoin d'être 2 pour marcher. As-tu pensé à la fatigue, au froid, au danger de ces chemins difficiles ? Justement, à 2, nous pourrions nous réchauffer, nous assister, nous épauler, chose impossible seul. L'un irait chercher le bois, tandis que l'autre cuisinerait. L'un surveillerait le feu pendant que l'autre se reposerait. La recherche de nourriture serait plus efficace. Et un hymne n'a point toute sa beauté quand il est chanté par un seul. Et qui s'occuperait de mère ? Eh bien, Père, répondit Tristan aussitôt, trouvant la question stupide. Et la maison ? Et comment cela se passait-il avant notre naissance ? Allez, laisse-moi venir avec toi. Nous sommes frères. La vie nous appelle à nous séparer. Profitons-en pendant qu'il fait encore jour. Tu ne sais même pas où je t'emmènerai. Ton sang est mon sang, et ta terre est ma terre. Où tu marcheras, je marcherai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Tu as peut-être raison. Donne-moi encore du temps pour méditer sur la question. Sache en tous les cas qu'une chose est certaine. Avant que mes yeux ne se ferment, que ma droite m'oublie, que mes os ne se fragilisent, que ma bouche asséchée ne trouve plus de joie dans le miel et le lait de nos campagnes, que j'oublie ce qui m'entoure jusqu'au nom de mes fils, avant que tout cela n'arrive. Mes pieds entreront dans la cité de David. Ma main touchera le mur du temple. Mes poumons se rempliront dans la ville du roi des rois. J'irai à Jérusalem. Et la discussion s'arrêta là. Chacun avait le cœur qui brûlait. Ambroise, dans la construction de ce voyage au contour encore flou, et Tristan simplement par la résonance de ces 2 mots. Demain, Jérusalem. Demain, Jérusalem. Demain, Jérusalem. Le lendemain matin, le petit déjeuner, constitué d'une soupe de légumes assouplie à l'huile, réunit tous les habitants de la propriété. Ambroise profita de la présence d'Arthur pour le bombarder de questions.
Comment faites-vous lorsqu'il ne se trouve point de lieu habitable? Quel est l'objet le plus important à avoir? Et le second, comment faire pour ne pas se tromper de chemin? Que faire lorsque l'on est perdu? Comment faites-vous quand il pleut? Peut-on marcher dans la neige en sandales? Avez-vous déjà été attaqué par des animaux? Est-ce que la lune pleine peut brûler la peau? Une fois le repas terminé, Arthur fit ses adieux et bénit comme c'est d'usage les accueillants, laissant Ambroise et Tristan repus par ses réponses. Un peu plus tard, autour de la 5e heure, Baudouin, dont la propriété bordait celle de Théra, vint pour une affaire avec celui-ci. Il était frêle, de petite taille, avec un ventre rond dont la forme correspondait exactement à celui d'une femme nouvellement enceinte. Le visage asymétrique passait rapidement de traits secs et forts à d'autres doux et ronds. En outre, il avait de grandes difficultés à s'exprimer, de telle sorte qu'il remplaçait les T par des D, les OU par des UI, et le P par des B, et vice-versa de temps à autre. Il s'exprimait ainsi suite à un accident. Il parlait en bougeant la tête de la même façon que l'on se cogne la tête contre un mur par dépit, et plus la phrase qu'il voulait dire était longue, plus la fréquence de cette oscillation agressive augmentait, pouvant effrayer un public non préparé. « Théra, dit-il, ou plus exactement, Déra, j'ai besoin de poids puis rénover l'enclos, et mes finances sont à sec. Buirais-tu me prêter de l'argent afin que je me fuimisse en poids? Je de rembourserai une fois la vente de la récolte effectuée. » « Bien entendu, répondit Théra. Combien te faut-il? 3 pièces d'argent, répondit-il. Ambroise, cria Théra. Qu'y a-t-il, père? Ambroise, j'aurais besoin que tu rédiges un document attestant du prêt de 3 pièces d'argent que nous allons faire à Baudouin. Je veux que tu précises qu'il sera remboursé en fin de récolte et qu'il est sans intérêt. Comme d'usage, tu n'y ajouteras aucune clause de pénalité en cas de retard. Une fois la chose rédigée, tu prendras dans nos réserves 3 pièces d'argent. Bien, père. Ambroise monta dans sa chambre et rédigea le document, récupéra la bourse familiale savamment cachée pour y prendre l'argent, et l'apporta à Baudouin qui, à l'aide d'encre, marqua de son anneau le document de créance. Une fois la question réglée, Ambroise retourna à la vigne où se trouvait son frère. Alors qu'ils émondaient les ceps, Tristan, bouillant à l'intérieur de lui-même, dit « Tu te rends compte qu'il vient toujours nous voir quand il a des problèmes? Ici un problème d'argent, là un souci avec un âne, le four en panne et je ne sais quoi encore. Nous aurions dû lui prêter l'argent avec intérêt. » « Tu sais qu'il est interdit par la loi de prêter avec intérêt, sauf si c'est un étranger, » répondit Ambroise émotionnellement détaché. « Mais c'est un étranger. Tu as vu comme il parle différemment de nous? » Une infirmité ne fait pas d'un homme un étranger. Sa mère s'exprime au demeurant parfaitement. Travaillant la vigne, Ambroise relança. « Le fruit s'annonce particulièrement goûtu cette année. Et la farine? Est-ce que tu crois qu'il nous ramènerait la farine empruntée? » « Quelle importance, Tristan! Nous avons tout en abondance. Un peu moins de farine, un peu moins d'huile, de laine ou encore de sel. Nous ne nous en apercevrions même pas. Ah si, peut-être, s'il y avait un peu moins de mots indélicats dans ta bouche. Tu fais du droit et tu ne t'intéresses pas à ce qui est droit, piqua Tristan, mécontent. Les ouvriers travaillaient dans les champs, récoltant les premiers fruits de la saison. Mélina était en ville pour s'occuper de quelques ventes. Théra inspectait de l'extérieur le local des ouvriers, tandis que, passant devant lui, Agathe revenait de la forêt, le panier plein de plantes et de fruits sauvages. Il faisait beau, et alors que celle-ci s'apprêtait à entrer dans la demeure, un taureau en pleine course, venu de nulle part, heurta violemment Agathe, amplifiant l'impact avec un mouvement de cou, la projetant contre le sol. La tête, en tombant, cogna une roche saillante. Tout cela aurait pu se passer dans l'anonymat le plus parfait si le taureau n'avait été trahi par son beuglement émis à la suite de l'impact, ce qui força Théra à regarder en sa direction pour constater la fuite de l'animal vers la forêt, mais surtout le corps inanimé d'Agathe. Théra se précipita vers elle, criant « Ambroise! Tristan !» En entendant leur père, ils accoururent immédiatement.
Voyant Agathe, ils comprirent instantanément la gravité de la situation. « J'ai vu la bête qui l'a frappé. C'est le taureau noir de Baudouin. Il est parti vers la forêt. Attrapez-le et ramenez-le chez nous, » dit le père d'une voix ferme mais sereine. Ambroise et Tristan coururent à l'étable pour prendre des cordes et filèrent en direction de la forêt, aidés par les traces des sabots de la bête. Après une bonne dizaine de minutes de course, ils retrouvèrent à bonne distance l'animal paissant tranquillement au milieu d'une clairière. Tristan chuchota « As-tu vu le monstre ? À deux, nous n'arriverons pas à le maîtriser, et si nous l'assommons, il serait trop lourd à transporter. » « J'ai une idée, » répondit Ambroise. « Puisque nous ne sommes pas en mesure de l'amener, nous allons dans un premier temps l'attacher à un arbre. Pour ce faire, je vais attacher cette corde à un tronc. Toi, tu vas attirer le taureau vers moi. Centré sur toi, il ne me verra pas, et je mettrai à la volée l'autre bout de la corde autour de son cou. »« Et si tu n'arrives pas à mettre la corde autour de son cou ?» demanda inquiet Tristan. « Eh bien, il faudra que tu cours vite. »« Non, il faudra que tu essaies de grimper au plus vite sur l'arbre le plus proche. » Une fois en position, Tristan se mit en visibilité du taureau et se trémoussa tout en émettant des cris pouvant ressembler tour à tour à ceux d'un babouin, d'un chien, certains diraient un caniche, d'une grue ou encore d'un âne avec un petit accent de cheval. Le taureau regarda un instant Tristan et, loin de se sentir en danger ou excité, continua à brouter l'herbe. « Rapproche-toi ! Rapproche-toi » lui chuchota fortement Ambroise. Tristan se rapprocha, reproduisit sa chorégraphie musicale, mais l'animal ne jeta même pas un coup d'œil, blasé, semble-t-il, de ce qu'il avait déjà vu. Tristan, dépité du faible attrait produit, s'arrêta, puis soupira, lorsque sortit de son corps un bruit grave, long et fort, propre à un phénomène de digestion, bien connu des êtres humains et surtout des mâles. Tristan venait de faire le plus gros prout de l'année. Le taureau se retourna alors, en même temps qu'Ambroise s'était mis à rire, et chargea Tristan à pleine vitesse. « Le voilà ! Le voilà !» cria Tristan, courant en direction de l'arbre derrière lequel était caché Ambroise. Il passa devant son frère, et 20 mètres plus loin, soit une seconde après, arrivait en trombe le taureau. Ambroise lança la corde, mais, encore décontenancé par ce qu'il venait d'entendre, rata la tête du bovin. Celui-ci continua alors sa course en direction de Tristan, qui fut gratiné d'un grand coup de corne dans les fesses, alors qu'il entamait une montée maladroite sur le premier arbre trouvé. Ambroise se mit à rire de plus belle, en voyant son frère emprunté, désarticulé sur l'arbre, se plaignant des douleurs d'une mauvaise fessée. L'entendant de plus belle, l'animal changea de direction et chargea sans pause Ambroise, ce qui eut pour effet magique de couper net son fou rire. Ni une ni deux, il se mit alors à tenter de grimper sur l'arbre qui tenait la corde. Il avait choisi à juste titre un arbre au tronc large pour tenir la bête, mais qui offrait malheureusement de moins bons appuis pour grimper. Mu cependant par son instinct de survie, il réussit à monter à hauteur de 7 pieds au-dessus du sol, s'accrochant au tronc comme un jeune enfant au torse trop large de son père. Le taureau patient resta bien une demi-heure à attendre la chute d'Ambroise, qui n'eut pas lieu. Une fois l'animal hors de portée, il repartit à sa chasse. Celui-ci retrouvé, Tristan joua à l'appât, et cette fois, Ambroise introduisit sans faute la corde au cou musclé de la bête, qui vit sa course stoppée net par la tension exercée. De retour à la maison, le visage et les habits peints de terre, l'ambiance était lourde. Achab avait les yeux humides. Mélina pleurait. Les 2 autres ouvriers regardaient sans rien dire, tandis qu'Agathe était alitée dans la chambre d'Ami, silencieuse, immobile, les yeux fermés, mais vivante. « Où est l'animal » demanda Théra à Ambroise. « Père, il était trop gros pour être transporté et trop puissant pour être conduit par une simple corde. Aussi est-il actuellement attaché à un arbre dans la forêt d'où il ne peut fuir. Peux-tu me rappeler quelles sont les lois de réparation en pareille circonstance » murmura Théra à Ambroise. « Cela dépend si elle est enceinte ou non, et si le choc lui a fait perdre l'enfant.
répondit Ambroise en toute discrétion. Il faisait nuit, mais Théra demanda à un des deux ouvriers d'appeler le prêtre et les anciens pour le lendemain matin. S'approchant de Mélina, il lui dit à l'oreille « Si d'ici 5 jours elle ne se réveille pas, elle mourra de déshydratation. » Puis, s'adressant à tous, « Nulle nourriture ne sera plus servie, et aucun travail ne sera effectué, jusqu'à ce que Agathe nous revienne. Que chacun de nous prie l'Éternel, afin qu'il prenne pitié d'elle, et de nous aussi. » Tous, tristes, rentrèrent se coucher, mis à part Mélina, restée pour veiller. Aux premières lueurs du jour, Théra dit à Ambroise « Va voir Baudouin, et dis-lui que nous avons son taureau. Père, attaché comme il est à ses sous, il ne voudra jamais faire réparation à Akab. » Justement, attaché à ses sous, il voudra récupérer l'animal. Tu prendras donc bien soin de lui demander une description précise de la bête. Ensuite, tu lui diras ce que son taureau a fait. Tu lui diras aussi que des réparations seront demandées et que nous lapiderons l'animal aujourd'hui. Ainsi, il ne pourra nier en être le propriétaire. Prends un ouvrier comme témoin avec toi et refusez tout mets qui vous serait proposé. Bien, père. Au fait, Ambroise, Agathe n'est pas enceinte. Ambroise partit avec Anthelme voir Baudouin, et tout se passa comme Théra l'avait annoncé. Pendant ce temps, Clément et Tristan faisaient des va-et-vient afin d'amener des pierres de taille moyenne en forêt, au plus près de la bête. Lorsque tous furent de nouveau à la maison, Théra, les 3 ouvriers, Ambroise et Tristan partirent pour mettre à mort l'animal. Une fois sur place, Théra prit une première pierre et cria « Maudit !» Il la jeta avec force à la tête du taureau qui saigna immédiatement. Tous s'y mirent ensuite. D'abord il y a la révolte de la bête, puis le sang. Ensuite il y a les gémissements et le sang. Vient l'agonie et le sang. Enfin, il ne reste plus que le sang. Théra ouvrit ensuite les entrailles du taureau et les remplit de fumier. Aucun mot ne fut échangé sur le chemin du retour. Tristan était choqué de ce qu'il venait de voir, mais garda cela pour lui. Entrant dans la demeure, ils virent le prêtre et 2 anciens qui étaient déjà là. Théra fit sortir Mélina, ses fils et les ouvriers, afin de s'entretenir seul à seul avec les autorités présentes. Réunis à la table principale, Théra introduisit ainsi « Je vous salue et vous remercie d'avoir pu venir aujourd'hui. Cette jeune femme, Agathe, a été violemment renversée, non par un animal sauvage, mais par une bête de somme déchaînée. » L'un des anciens dit « Nous voyons quelque chose de nouveau dans nos villes et campagnes. De plus en plus d'animaux semblent être atteints de folie. Ils s'attaquent non seulement à leurs congénères, mais aussi à l'homme. Nous recommandons aux paysans d'affermir leur enclos et d'être vigilants à tout changement de comportement chez leurs bêtes. » L'autre ancien ajouta « Les animaux sentent quelque chose. C'est comme s'ils nous disaient que nous sommes en train d'entrer dans un nouveau temps, plus sombre et plus violent. » Théra reprit « Agathe est tout juste mariée. Ils ont peu de ressources, mais travaillent dur sur nos terres pour un jour acquérir les leurs. Je vous ai fait venir, comme vous l'avez compris, afin que soit pratiqué sur elle le rite de l'onction, comme Mélina le reçut après la naissance difficile de Tristan. »« Cela sera fait, » dit le prêtre d'une voix douce et apaisante. « Même si elle ne peut pas se confesser ?» demanda Théra. « Oui, nous le ferons, » dit le prêtre en confirmant de la tête. « Pleine est ma reconnaissance, » fit Théra. Aussitôt, ils allèrent à la chambre de la blessée et se mirent tous autour du lit. Le prêtre sortit une fiole d'huile d'olive, leur montra et leur dit « Celle-ci a directement été bénie par le Saint-Siège. » Ce qui ne manqua pas de faire son effet, ajoutant encore au cérémoniel de la situation. Le prêtre pria, prononça quelques mots dans sa langue natale, ouvrit la fiole
et en versa la totalité sur le visage impassible d'Agathe.